C'était un samedi après-midi tout à fait ordinaire, à la fin du mois d'octobre. Le ciel au-dessus de Düsseldorf était gris et lourd, et une fine bruine avait transformé les rues en surface luisante. Moi, Bernard Weger, 63 ans et marié depuis presque 3 décennies, je flânais dans les rayons du magasin d'électronique du centre commercial. Mes lunettes de lecture étaient posées sur le bout de mon nez pendant que je comparais les caractéristiques techniques de différentes tablettes. Après 35 ans comme ingénieur en bâtiment, je m'étais accordé une retraite bien méritée il y a 2 ans, et maintenant je voulais enfin me mettre au goût du jour pour mieux rester en contact avec mes petits-enfants. Le haut-parleur du magasin diffusait une musique discrète pendant que je me déplaçais dans les allées. L'odeur de plastique et d'électronique flottait dans l'air, mélangée à celle du café frais venu du petit coin près de l'entrée. Mes pensées tournaient autour d'Elga, ma femme, qui était censée être chez son amie Claudia pour un café avec nos petits-enfants Emma et Lucas. Notre fille Annika nous avait confié les enfants pour le week-end pendant qu'elle passait un long week-end à Prague avec son mari Thomas. Puis-je vous aider ? Un jeune vendeur avec une barbe de 3 jours et des lunettes interrompit mes réflexions. Je ne fais que regarder, répondis-je amicalement en tapotant sur un des appareils exposés. Je cherche quelque chose de simple pour faire des appels vidéo avec les petits-enfants. Alors que le vendeur m'expliquait les différents modèles, j'entendis un rire familier. C'était ce rire clair, presque enfantin, que je connaissais depuis 30 ans. Le rire d'Elga. Je me tournai instinctivement dans la direction d'où il venait et me figeai. 3 rayons plus loin, ils étaient là, Elga dans son manteau bleu marine que je lui avais offert à Noël dernier, nos 2 petits-enfants à ses côtés et à côté d'elle, un homme que je reconnus immédiatement. René Bergman, notre voisin d'en face, dont la femme était décédée d'un cancer il y a 2 ans. Il avait passé son bras autour de la taille d'Elga, dans une familiarité qui n'avait rien à voir avec une simple amitié. Papy. La voix claire de Lucas coupa court à l'instant. Le garçon de 7 ans m'avait découvert et me faisait signe avec enthousiasme. Emma, sa sœur de 9 ans, suivit son regard et cria également « Papy Bernard ». À ce moment précis, je vis Elga se figer. Ses yeux s'écarquillèrent et la main de René quitta sa taille comme s'il s'était brûlé. L'expression sur son visage se mélange de choc, de culpabilité et de panique se grava dans ma mémoire comme un fer rouge. Le temps sembla s'arrêter. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je craignais que le vendeur à côté de moi ne l'entende. Ma bouche devint sèche et, pendant un moment, j'étais incapable de bouger ou de parler. « Monsieur Weger ? Est-ce que ça va ?» La voix du vendeur semblait étrangement lointaine. Les enfants couraient déjà vers moi, tandis qu'Elga et René restaient figés comme des statues. Je me forçais à sourire pour Emma et Lucas, qui m'avaient maintenant rejoint et me racontaient avec excitation un jouet qu'ils avaient vu. « Papy, qu'est-ce que tu fais ici ? Mamie a dit que tu étais à la maison et que tu travaillais sur tes maquettes de bateau. » Emma me regarda avec ses grands yeux bleus et les yeux de ma fille Annika. Je sentis mes mains commencer à trembler. Je voulais regarder une tablette, réussis-je à articuler en essayant de donner à ma voix un ton calme. Elga et René se rapprochèrent lentement, tous les deux avec des sourires forcés sur les lèvres. Les joues d'Elga étaient rouges, ses mains malaxaient nerveusement l'anse de son sac à main. « Bernard, quelle surprise, dit-elle d'une voix plus aiguë que d'habitude. Je pensais que tu voulais travailler sur tes bateaux aujourd'hui. » René me fit un signe de tête raide. « Bonjour Bernard. Le monde est petit. » Je les fixais, cherchant les mots justes, tandis que le monde autour de moi semblait se brouiller. La musique dans le magasin, le brouhaha des autres clients, tout se transforma en un bruit sourd en arrière-plan. « Oui, le monde est petit, » répétai-je mécaniquement, sentant quelque chose se briser en moi. « Je pensais que vous étiez chez Claudia pour le café. » Un bref regard significatif échangea entre Elga et René. Puis elle dit rapidement, « Nous y étions, mais les enfants voulaient absolument aller au centre commercial. Nous avons rencontré René par hasard, il cherche une nouvelle machine à café. » Le mensonge flottait entre nous comme un brouillard toxique. Je regardais mon smartphone à 15h43. Mon chat WhatsApp avec Elga montrait son dernier message de 14h12, « Nous sommes chez Claudia maintenant, on reste pour le café. Je serai de retour vers 17h. Papy, tu viens avec nous au magasin de jouets ?» Lucas tira sur ma manche, totalement inconscient de la tension qui régnait entre les adultes. À ce moment précis, je pris une décision. Je n'allais pas laisser tomber le masque ici, pas devant les enfants. « Bien sûr que je viens, » ai-je dit en me forçant à sourire, un sourire qui me donnait l'impression de me déchirer le visage.
Alors que nous marchions ensemble dans le centre commercial, les enfants devant, Helga, René et moi derrière, dans un silence malaisé, je savais que plus rien ne serait jamais comme avant. Une seule question me martelait l'esprit, depuis combien de temps? Depuis combien de temps la femme avec laquelle je partageais ma vie me trompait-elle? La bruine s'était intensifiée lorsque nous nous sommes retrouvés plus tard sur le parking. Les gouttes sur mon visage se mélangeaient à la première larme que j'ai essuyée en secret, avant que quiconque ne puisse la voir. Le trajet du retour s'est déroulé dans un silence que seules les voix excitées des enfants sur la banquette arrière venaient briser. Helga était assise à côté de moi dans la voiture, les mains jointes sur ses genoux, crispée. Du coin de l'œil, je pouvais la voir jeter des coups d'œil nerveux à son smartphone, qui vibrait toutes les quelques minutes. Elle avait coupé les notifications, mais je pouvais voir la faible lueur de l'écran chaque fois qu'un nouveau message arrivait. René, ai-je pensé avec amertume. Il lui écrivait probablement, lui demandant comment gérer la situation. Je me suis concentré sur la route détrempée devant nous, mes jointures blanchies par la force avec laquelle je serrais le volant. Dans ma tête, 1000 scénarios se déroulaient, des confrontations, des reproches, des questions que je voulais poser. Mais la présence d'Emma et de Lucas m'obligeait à me maîtriser. Et puis mamie a dit qu'on pouvait acheter une glace, même s'il fait froid. La voix d'Emma est parvenue jusqu'à moi, et j'ai hoché la tête machinalement, incapable de réagir de manière appropriée. Alors que nous nous engagions dans notre allée, j'ai vu la BMW grise de René garée de l'autre côté de la rue. Il était donc rentré directement chez lui. La maison dans laquelle il vivait depuis près de 10 ans, à peine 50 mètres de la nôtre. Combien de fois avait-il été invité à des barbecues dans notre jardin? Combien de fois l'avais-je accompagné chez le médecin après la mort de sa femme, le conduisant à ses rendez-vous lorsqu'il ne pouvait pas conduire lui-même à cause de ses problèmes de dos? Bernard? La voix d'Helga m'a tiré de mes pensées. Tu veux bien ouvrir le coffre, s'il te plaît? J'ai appuyé sur le bouton sans la regarder. Alors que les enfants couraient vers la maison, j'ai attrapé son bras. Il faut qu'on parle, ai-je dit doucement, ma voix rauque d'émotion contenue. Ses yeux ont cligné nerveusement. Pas maintenant. Pas devant les enfants. Quand, alors, Helga? Quand les enfants seront au lit? Quand nous serons à nouveau seuls? Depuis combien de temps ça dure? Elle a évité mon regard. S'il te plaît, Bernard. Ce n'est pas ce que tu crois. Un rire amer s'est échappé de ma gorge. Ce n'est pas ce que je crois? Vous deux avec les enfants au centre commercial, alors que tu me dis que vous êtes chez Claudia? Sa main sur ta taille? Qu'est-ce que je suis censé croire, alors? Papy. Mamie. Vous venez? Lucas s'était planté dans l'embrasure de la porte, le visage rayonnant d'excitation à propos de la nouvelle voiture miniature qu'il avait reçue au centre commercial. Helga a profité de l'interruption pour se dégager de mon emprise. On en reparlera plus tard, a-t-elle murmuré, et elle s'est précipitée vers la maison, son allure soudainement droite et assurée, comme si elle avait appuyé sur un interrupteur. Le reste de l'après-midi s'est estompé dans un brouillard surréaliste. Je fonctionnais en pilote automatique, aidant les enfants à préparer leurs devoirs pour lundi, préparant le dîner avec Helga, le tout dans une normalité fantomatique. Nous nous sommes déplacés l'un autour de l'autre comme des danseurs dans une chorégraphie bien répétée, évitant le contact visuel direct, ne nous adressant que les mots nécessaires. Après le dîner ou le gratin de pommes de terre d'Helga, qu'elle préparait depuis des années selon la recette de ma mère, nous étions assis dans le salon. Les enfants étaient dans la chambre d'Emma, où ils jouaient avec leurs nouveaux jouets. Le cliquetis discret des voitures miniatures et les rires étouffés nous parvenaient. Helga était assise en face de moi, ses doigts agrippés à une tasse de thé. La lumière chaude du lampadaire faisait briller ses cheveux gris blonds avec des reflets dorés. Pendant un instant, j'ai revu en elle la jeune fille que j'avais rencontrée il y a 35 ans alors stagiaire dans la même école où ma sœur enseignait. La femme qui, 3 ans plus tard, m'avait dit oui sous un cerisier en fleurs. Depuis combien de temps? La question planait lourdement entre nous. Elle a reposé sa tasse, ses mains tremblaient légèrement. Bernard, Depuis combien de temps, Helga? Ma voix sonnait étrangement à mes propres oreilles. Elle a avalé sa salive avec difficulté. Depuis environ 6 mois. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. 6 mois. Une demi-année. Pendant que je m'occupais du jardin, pendant que je bricolais mes maquettes de bateaux, pendant que j'échafaudais des plans pour nos noces d'or dans 12 ans. Ça a commencé après l'enterrement de Catherine, continua-t-elle d'une voix à peine audible.
Il était si seul, si perdu. Je voulais juste l'aider, être là. Et quand est-ce que ce aider s'est transformé en autre chose? Je sentais mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Elle baissa les yeux. Au printemps. Après son opération du dos. Je lui apportais à manger, je rangeais. C'est arrivé comme ça. Arrivé comme ça, répétais-je, monocorde. 30 ans de mariage, et c'est arrivé comme ça un point. Je suis désolé, dit-elle, les larmes lui montant aux yeux. Je n'ai jamais voulu te blesser. Ce n'était jamais mon intention. Quelle était ton intention, Helga? À quoi pensais-tu en te promenant en ville avec lui et nos petits-enfants? Tu n'as pas eu peur que quelqu'un vous voie? Que les enfants remarquent quelque chose? Elle secoua la tête. C'était stupide, je sais. Mais les enfants voulaient tellement aller au centre commercial, et René a proposé de nous y emmener parce que tu avais la voiture. La voiture? Je ris amèrement. Helga, j'y suis allé à vélo, au centre commercial. La voiture est restée au garage toute la journée. Ses yeux s'écarquillèrent, et je compris qu'elle s'était empêtrée dans ses propres mensonges. Avant qu'elle ne puisse répondre, des pas dévalèrent l'escalier. Mamie, papy, on peut regarder un film? Emma se tenait dans l'encadrement de la porte, dans son pyjama rose à petits licornes. Lucas la suivait, serrant son nouveau tracteur en plastique dans sa main. Helga afficha immédiatement son sourire de grand-mère. Bien sûr, mes trésors. Mais juste un court, il se fait tard. Pendant qu'Helga choisissait un film avec les enfants, je me levai et allai dans la cuisine. Mes jambes étaient lourdes, comme si j'avais pataugé dans de la boue profonde. Je m'appuyai contre le plan de travail et fixai l'obscurité par la fenêtre. En face, je voyais de la lumière chez René. Était-il là, en train de penser à Helga? Comptait-il lui envoyer un message dès que les enfants seraient au lit? Mon regard se posa sur le smartphone d'Helga, posé sur l'îlot central. L'écran était noir, mais je savais que les réponses à beaucoup de mes questions se trouvaient là. Mais étais-je prêt pour ces réponses? Voulais-je vraiment savoir ce qu'il s'écrivait, ce qu'il ressentait, ce qu'il prévoyait? Les mains tremblantes, je saisis le téléphone. Je connaissais son code, l'anniversaire d'Annika, 2407. Elle utilisait la même combinaison depuis des années. Allait-elle l'utiliser encore, maintenant qu'elle avait quelque chose à cacher? Je tapai les chiffres, et l'écran s'illumina. Pas de nouveau code. Soit elle avait été trop négligente, soit elle ne s'attendait pas à ce que je fouille un jour dans son téléphone. Les conversations WhatsApp s'ouvrirent devant moi. Tout en haut, René. Mon cœur se serra comme un coup de poignard. Le cœur battant, j'ouvris la conversation. René, 16h12, tout va bien chez vous? René, 16h30, Helga, s'il te plaît, donne-moi de tes nouvelles. Je m'inquiète. René, 17h05, est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il sait? René, 17h45, je t'aime. Quoi qu'il arrive, ne l'oublie pas. Les mots se brouillèrent devant mes yeux. Je t'aime. Si simple, si direct. Quand avais-je dit ces mots à Helga pour la dernière fois? Quand me les avait-elle dit? Je ne me souvenais pas. Je fis défiler l'écran, remontant des mois de messages. Des rendez-vous, des rencontres cachées, des petits moments de la vie quotidienne qu'ils avaient partagés. Des photos de fleurs qu'il lui avait envoyées. Une photo d'elle, souriante dans son jardin, un verre de vin à la main. Des mots d'affection, de désir. Helga, 12 mai, tu me manques. Bernard est parti toute la journée à son club de pêche. René, 12 mai, viens. J'ai mis du vin au frais. Mon estomac se contracta. Le 12 mai à ma sortie de pêche annuelle avec mes anciens collègues. Un rendez-vous fixe depuis ma retraite. Avait-elle passé tout ce temps à attendre que je quitte la maison? Bernard? Le film va commencer. La voix d'Helga me fit sursauter. Précipitamment, je reposai le téléphone et me retournai. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, le visage pâle sous la lumière du plafonnier. Ses yeux se baladèrent vers son smartphone, puis vers moi. Elle sut immédiatement ce que j'avais fait. Les enfants t'attendent, dit-elle doucement. Sans un mot, je la dépassai et me dirigeai vers le salon, où Emma et Lucas étaient blottis sur le canapé, les yeux fixés sur la télévision avec impatience. Je m'assis près d'eux, posant automatiquement mon bras autour de Lucas,
qui se blottit contre moi. Pendant que le film passait une histoire d'animation quelconque sur des animaux qui parlent, je fixais l'écran sans vraiment rien voir. Dans ma tête défilaient d'autres images, Helga et René, ensemble, riant, se touchant. La femme que j'aimais, dans les bras d'un autre homme. Emma gloussa devant quelque chose dans le film, et Lucas imita l'un des personnages. Son innocence, son insouciance me brisaient presque le cœur. Que allait-il devenir si notre famille se déchirait? Que dirait Annika si elle apprenait que sa mère trompait son père? Quand le film fut terminé et que les enfants furent couchés, je me sentais comme anesthésié. Je me tenais près de la fenêtre de notre chambre, regardant en direction de la maison de René. La lumière de sa chambre était encore allumée. Derrière moi, j'entendis Helga entrer dans la pièce et refermer la porte doucement. « Ils dorment, dit-elle d'une voix douce. Je ne me retournai pas, bien. Un long silence suivit. Puis, et maintenant, Bernard? La question planait entre nous comme un poids lourd. Et maintenant? Après 30 ans de mariage, après une vie passée ensemble, après des enfants et des petits-enfants et maintenant? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement, sentant la première larme couler sur ma joue. Je passais la nuit sur le canapé du bureau, entouré de mes livres, de mes maquettes de bateaux et des souvenirs d'une longue vie. Helga n'avait pas protesté lorsque j'avais pris un oreiller et une couverture dans la chambre. Nous savions tous les deux que je ne pouvais pas dormir à côté d'elle cette nuit-là. Le sommeil ne vint que par courtes phases agitées. Je me réveillais sans cesse, le cœur battant, avec l'image d'Helga et René devant les yeux. Vers 5 heures du matin, j'abandonnai. Silencieusement, pour ne pas réveiller les enfants, je me glissai dans la cuisine et préparai du café. L'aube commençait tout juste à teinter le ciel d'un gris pâle. Avec une tasse fumante, je m'assis à la table de la cuisine et ouvris mon ordinateur portable. Le silence du petit matin n'était interrompu que par le léger bourdonnement du réfrigérateur et le goutte-à-goutte occasionnel du robinet. J'ouvris un navigateur en mode privé et saisis dans le moteur de recherche « Ma femme me trompe, que faire ?» Le flot de résultats était accablant. Des forums, des sites de conseils, des articles de psychologie, des sites d'avocats. Des hommes comme moi, qui partageaient leurs histoires, cherchaient des conseils, hurlaient leur désespoir dans le monde numérique. Je cliquais sur plusieurs pages, lisant des récits de mariages brisés, de nouveaux départs, de pardon et de réconciliation, de vengeance et d'amertume. Un article attira mon attention, traces numériques ou ce que le smartphone de votre partenaire révèle. L'auteur, un détective privé, expliquait en détail comment la technologie moderne permettait et dévoilait les liaisons. Chat WhatsApp, compte de messagerie secret, données GPS, sauvegarde dans le cloud ou autant de sources potentielles de preuves. Je pensais au smartphone d'Helga, au message que j'avais lu hier. Mais il devait y avoir plus que ça. 6 mois d'une liaison laissaient des traces, des empreintes numériques, que je pouvais suivre. Les doigts tremblants, j'ouvris notre agenda Google partagé. Helga et moi l'avions créé il y a des années pour coordonner nos rendez-vous. Je remontais au printemps, à l'époque où, selon Helga, la liaison avait commencé. Là, ils étaient les schémas que je n'avais pas reconnus auparavant. Courses, les jours où j'étais au club de pêche. Café avec Claudia, les après-midi où je rencontrais mon groupe de modèles réduits d'avion. Yoga, à des heures inhabituelles. J'ouvris notre relevé de cartes de crédit commun en ligne. De petites dépenses dans des cafés où nous n'étions jamais allés ensemble. Une inscription pour un restaurant à l'autre bout de la ville un soir où Helga était censée dormir chez sa sœur parce qu'il était trop tard pour rentrer. Les preuves s'accumulaient devant moi comme un château de cartes. Chaque nouvelle découverte, une autre pièce du puzzle qui montrait le portrait d'une femme que je ne semblais plus connaître. Un léger bruit me fit sursauter. Emma se tenait sur le seuil de la cuisine, sa peluche de licorne serrée dans ses bras. « Papy ? Pourquoi tu es déjà réveillé ?» Ses petits pieds trottinèrent sur le sol de la cuisine tandis qu'elle venait vers moi. Je fermai précipitamment l'ordinateur portable. Je n'arrivais pas à dormir, ma chérie. Ça arrive parfois aux vieux comme moi. Elle grimpa sur mes genoux, chaude et endormie. Tu es triste, papy? La question me prit au dépourvu. Étais-je si transparent qu'un enfant de 9 ans pouvait lire mes sentiments? Un peu fatigué, c'est tout, mentis-je en lui caressant les cheveux ébouriffés. Tu veux du chocolat chaud? Elle hocha la tête avec enthousiasme, et je fus reconnaissant de cette distraction. Pendant que je chauffais le lait et mélangeais la poudre de cacao, Emma bavardait de ses rêves et de ses projets pour la journée.
Sa joie insouciante était comme un rayon de lumière dans l'obscurité qui menaçait de me dévorer. Bientôt, Lucas nous rejoignit, et peu après, Helga apparut sur le seuil de la cuisine. Elle portait son vieux peignoir bleu, ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges où elle n'avait probablement pas plus dormi que moi. « Bonjour », dit-elle doucement, son regard hésitant allant et venant entre moi et les enfants. « Mamie, papy m'a fait du chocolat chaud. » Emma leva fièrement sa tasse. Helga esquissa un sourire fatigué. « C'est bien, ma chérie. » Elle se dirigea vers la machine à café et se versa elle-même une tasse, ses mouvements mécaniques, comme si elle devait se concentrer sur chacun d'eux. Le petit déjeuner se déroula dans un drôle de mélange d'exubérance enfantine et de tension adulte. Les enfants, ignorant l'abîme émotionnel entre leurs grands-parents, bavardaient du film de la veille et de leur projet de jouer dans le jardin aujourd'hui. « Est-ce que M. Bergman peut revenir aujourd'hui ? Il a promis de me montrer comment faire voler un cerf-volant, demanda Lucas entre deux bouchées de sa tartine. Je me figeai, et la tasse d'Helga cliqueta bruyamment quand elle la reposa sur sa soucoupe. Je ne crois pas que M. Bergman soit disponible aujourd'hui, répondit-elle précipitamment. Mais papy peut certainement te montrer comment faire voler un cerf-volant. Le visage de Lucas s'illumina. Vraiment, papy ? Tu sais faire ? Je me forçai à sourire. Bien sûr que je sais faire. On a même encore mon vieux cerf-volant au grenier, si je me souviens bien. Après le petit déjeuner, Helga envoya les enfants en haut pour qu'ils s'habillent. Quand nous fûmes seuls dans la cuisine, elle dit à voix basse, « Bernard, il faut qu'on parle. » Qu'on parle vraiment. J'acquiesçai lentement. Oui, il le faut. Mais pas maintenant, pas quand les enfants sont là. Annika vient les chercher ce soir. Après. Elle pinça les lèvres et hocha la tête. D'accord. Nous passâmes le reste de la journée dans une normalité surréelle. Nous jouâmes avec les enfants dans le jardin, fabriquâmes des cerfs-volants à partir de vieux journaux et de fines baguettes de bois, étant donné que celui de René était introuvable. Nous rîmes des blagues de Lucas et admirâmes les dessins d'Emma. Nous fîmes comme si tout allait bien, comme si notre monde n'était pas parti en éclats. À plusieurs reprises, le téléphone d'Helga vibra dans sa poche, et à chaque fois, je la vis y jeter un coup d'œil en cachette avant de le remettre à la hâte. René, sans aucun doute, qui essayait désespérément de la contacter. Vers midi, pendant que les enfants jouaient dans le jardin, je profitais d'un moment où Helga était dans la salle de bain pour jeter un coup d'œil à son téléphone. Nouveau message de René. René, 9h15, est-ce que tu vas bien ? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. René, 10h30, Helga, réponds-moi, s'il te plaît. Je m'inquiète. René, 11h45, je vois les enfants jouer dans votre jardin. Est-ce que je devrais venir ? Il a dit quelque chose ? Elle n'avait pas répondu. Au moins ça. Dans l'après-midi, pendant qu'Helga préparait des biscuits avec les enfants pour l'arrivée d'Annika, je me retirai sous prétexte d'aller chercher quelque chose dans le cabanon et appeler mon vieil ami Klaus. Nous nous connaissions depuis l'école, avions fait nos études ensemble, avions été témoins au mariage l'un de l'autre. Bernard. Content de t'entendre. Comment vas-tu ? La voix familière de Klaus était comme une encre dans une mer déchaînée. Mal, Klaus, répondis-je en sentant ma voix se briser. Très mal. Il y eut un long silence. Que s'est-il passé ? Et ainsi, je lui racontai tout, la rencontre au centre commercial, les preuves que j'avais trouvées, les 6 mois de mensonges et de tromperies. C'était un soulagement de pouvoir enfin exprimer les mots, de les confier à quelqu'un d'autre. Klaus écouta en silence, ne m'interrompant pas une seule fois. Quand j'eus terminé, il soupira lourdement. Je suis vraiment désolé, Bernard. Vraiment. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas, avouai-je. 30 ans de mariage. Est-ce qu'on jette tout ça à la poubelle ? Est-ce que je pourrais de nouveau lui faire confiance ? Est-ce que je peux vivre en sachant qu'elle... Je ne pus terminer la phrase. Ne te précipite pas, dit Klaus d'un ton réfléchi. Prends ton temps. Parle avec elle. Découvre ce qu'elle veut, ce que tu veux. Peut-être une thérapie de couple ? Beaucoup de couples surmontent ce genre de crise. Et beaucoup non, répliquai-je amèrement. C'est vrai. Mais vous avez une longue histoire ensemble. Ça compte aussi. Après la conversation, je me sentis étrangement plus calme. Pas moins blessé, pas moins en colère,
mais d'une certaine manière plus claire dans ma tête. Je devais confronter Helga, je devais connaître toute la vérité avant de pouvoir prendre une décision. À 18 h, Annika arriva pour récupérer les enfants. Ma fille rayonnait de bonheur en racontant son week-end à Prague. Thomas, son mari, l'attendait dans la voiture. Les enfants ont été sages, demanda-t-elle en rangeant les affaires d'Emma et de Lucas. Comme toujours, répondit Helga avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Annika s'arrêta et regarda de nous. Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air tendu. Juste fatigué, dis-je rapidement. Les enfants avaient beaucoup d'énergie. Elle ne sembla pas tout à fait convaincue, mais acquiesça. Bon, d'accord. Reposez-vous. Et merci d'avoir gardé les petits. Lorsque la porte se referma derrière Annika et les enfants, un silence pesant envahit la maison. Helga, dos à la porte, avait les épaules tendues. Maintenant, nous pouvons parler, dis-je à voix basse. Elle acquiesça lentement, le visage pâle et déterminé. Oui. Maintenant, nous pouvons parler. Le tic-tac de la pendule comtoise dans le salon résonnait bruyamment dans le silence qui s'était installé entre nous. Helga était assise en face de moi, les mains enlacées autour d'une tasse de thé devenue froide depuis longtemps. Dehors, l'obscurité était tombée et la pluie tambourinait doucement contre les carreaux. J'ai vérifié ton téléphone, commençai-je, la voix plus calme que je ne me sentais. Les messages, le calendrier, le relevé de carte de crédit. Elle ne broncha même pas. Peut-être s'y attendait-elle. Et 6 mois, disais-tu. Mais ça a commencé plus tôt, n'est-ce pas? Les rendez-vous, les rencontres secrètes. Déjà l'hiver dernier. Elle baissa les yeux. Les sentiments ont commencé plus tôt, oui. Mais nous n'avons commencé qu'au printemps, ce n'est devenu physique qu'à ce moment-là. Le mot « physique » me frappa comme un coup de poing. Des images se bousculaient dans ma tête, que je tentais désespérément de repousser. Pourquoi, Helga? Pourquoi lui? Pourquoi tout court? Ma voix se brisa et je me détestais pour ça. Elle fixait sa tasse de thé, comme si elle pouvait y trouver les réponses. Ce n'est pas si simple à expliquer. Essaie, insistai-je. Je pense qu'après 30 ans de mariage, j'ai au moins droit à une explication. Elle soupira profondément et posa sa tasse. Après ta retraite, tu étais tellement occupé avec tes loisirs, tes associations, tes projets. Tu avais enfin du temps pour toutes les choses que tu avais toujours voulu faire. Et moi? Tu étais jalouse de mes loisirs? L'incrédulité perçait dans ma voix. Non, pas jalouse. Seule. Elle me regarda droit dans les yeux humides. J'étais seul, Bernard. Tu étais physiquement présent, mais mentalement ailleurs. On se parlait à peine, sauf pour des banalités. Quand avons-nous parlé de nos sentiments pour la dernière fois? Quand avons-nous fait quelque chose de nouveau ensemble pour la dernière fois? Je voulais protester, lui dire que ce n'était pas vrai, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Quand avions-nous vraiment parlé pour la dernière fois? Quand avions-nous fait quelque chose qui ne soit pas une routine pour la dernière fois? Ça ne justifie pas une infidélité, dis-je finalement. Non, ça ne la justifie pas, acquiesça-t-elle, la voix douce. Rien ne justifie ça. C'était mal, et je le sais. J'aurais dû te parler, au lieu de chercher du réconfort ailleurs. Chez René. Je pouvais à peine prononcer son nom. Elle hocha lentement la tête. Il était seul lui aussi, après la mort de Catherine. On a commencé à se parler, quand je lui apportais à manger ou que je l'aidais pour les tâches ménagères. Il m'écoutait. Il me voyait. Et moi, non. La question sortit plus sèchement que prévu. Ces dernières années? Non, pas vraiment. Elle me regarda, les yeux pleins de tristesse. Tu sais quelle est ma couleur préférée, Bernard? Tu sais quel livre j'ai lu le mois dernier? Tu sais de quoi je rêve quand je pense aux années à venir? J'ouvris la bouche pour répondre, puis la refermai. Je ne le savais pas. Je n'avais pas demandé. Ça n'excuse rien, continua-t-elle. J'aurais dû être honnête avec toi. J'aurais dû te dire ce que je ressentais. Mais j'avais peur que tu ne me comprennes pas, que tu me prennes pour une ingrate. Nous avons une bonne vie, une belle maison, une fille merveilleuse, des petits-enfants en bonne santé. Qui suis-je pour en demander plus? Et lui? Je ne pus cacher l'amertume dans ma voix.
Qu'est-ce qu'il te donne que je ne peux pas te donner? Elle hésita, cherchant visiblement des mots qui ne blesseraient pas. Il me rappelle que je ne suis pas seulement une épouse, une mère et une grand-mère. Que je suis aussi une femme, avec ses propres désirs et ses propres rêves. Ces mots me touchèrent plus profondément que je ne l'aurais cru. Ce que nous avions était-il devenu à ce point insignifiant? Avais-je été si aveugle? Tu l'aimes? La question que je redoutais le plus. Elle garda le silence longtemps, trop longtemps. J'ai des sentiments pour lui, oui. Mais c'est différent de ce que j'éprouve pour toi. Tu es le père de mon enfant, l'homme avec qui j'ai construit ma vie. C'est un lien que rien ne peut remplacer. Ce n'est pas une réponse à ma question, dis-je doucement. Elle déglutit difficilement. Je ne sais pas, Bernard. Je suis confuse. Tout est devenu si compliqué. Je me levai, soudain incapable de rester assis. Je m'approchai de la fenêtre et fixai l'obscurité. La maison de René était plongée dans le noir. Était-il sorti? Ou était-il assis là, dans le noir, à attendre un signe de vie d'Elga? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Demandai-je, sans me retourner. Que veux-tu dire? Veux-tu être avec lui? Veux-tu mettre fin à notre mariage? Les mots me faisaient mal, rien qu'à les prononcer. Non. Sa réponse fut rapide, presque désespérée. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas détruire notre famille. Je me tournai vers elle. Mais tu ne veux pas renoncer à lui non plus, n'est-ce pas? Elle baissa les yeux, et cela valait toutes les réponses. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Elga, dis-je, lasse. Il faut que tu le comprennes. Je sais. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Je le sais. À ce moment précis, son téléphone vibra sur la table. René. Encore. Nous fixâmes tous les deux l'écran lumineux, son nom qui s'y affichait. Réponds, dis-je soudainement. Elle me regarda, surprise. Quoi? Réponds. Parle-lui. Dis-lui que je sais tout. Dis-lui que tu dois prendre une décision. Hésitante, elle attrapa le téléphone. Sa main tremblait lorsqu'elle prit l'appel et porta l'appareil à son oreille. Allô, dit-elle doucement. Une pause. Oui, il sait. Tout. Une autre pause. Non, pas maintenant. Je ne peux pas venir maintenant. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux emplis de douleur. Je dois prendre une décision, René. Il faut qu'on parle, mais pas aujourd'hui. Pas maintenant. Une dernière pause. Je sais. Moi aussi. Au revoir. Elle raccrocha et laissa tomber le téléphone sur la table, comme s'il était devenu brûlant. Il veut que tu le rejoignes, constatai-je. Elle hocha lentement la tête. Oui. Et toi, que veux-tu? Elle fixa ses mains. Du temps. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ris amèrement. Du temps. Bien sûr. Et moi, qu'est-ce que je suis censé faire pendant ce temps? Faire comme si de rien n'était? Attendre que ma femme décide si notre mariage de 30 ans vaut la peine d'être sauvé? Bernard, s'il te plaît. Elle se leva et s'approcha de moi, la main tendue. Je reculai. Non. Pas maintenant. J'ai besoin de temps moi aussi, Elga. De temps pour digérer le fait que la femme que j'aime m'a menti et trompé pendant des mois. Les larmes coulaient sur ses joues. Je suis tellement désolé. Infiniment désolé. Ça ne suffit pas, dis-je doucement. Pas cette fois. Je me dirigeai vers la porte. Je dors à nouveau dans le bureau ce soir. J'ai rendez-vous chez le dentiste demain matin. Quand je rentrerai, j'attends une décision de ta part. Soit lui, soit moi. Il n'y a pas de juste milieu. Sans attendre sa réponse, je quittai la pièce. Dans le couloir, j'attrapai ma veste et les clés de la voiture. Où vas-tu? La voix d'Elga me suivit, paniquée. J'ai besoin de prendre l'air. Je reviens plus tard. Je fermai la porte d'entrée derrière moi et sortis dans la nuit pluvieuse. Le vent frais sur mon visage était un soulagement après l'atmosphère étouffante de la maison. Je montai dans ma voiture et démarrai, sans but précis. Les rues étaient presque vides, les réverbères se reflétaient sur l'asphalte mouillé. Je traversai les rues familières de notre ville, passant devant des endroits chargés de souvenirs.
Le restaurant où nous avions fêté nos 25 ans de mariage. Le parc où nous avions fait voler des cerfs-volants avec Annika quand elle était petite. L'école où Helga avait enseigné avant de prendre sa retraite. Finalement, je me retrouvais sur le parking de notre ancienne église. Helga et moi n'avions jamais été particulièrement religieux, mais nous nous étions mariés ici, Annika y avait été baptisée. Je garai la voiture et restai assis là, fixant le vieux bâtiment en pierre, qui semblait fantomatique sous la lumière des lampadaires. 30 ans. 3 décennies de vie commune. Pouvait-on simplement jeter ça à la poubelle? Mais pouvais-je vivre avec la certitude qu'elle avait laissé un autre homme entrer dans son cœur? Pourrais-je jamais plus lui faire confiance? Mon téléphone vibra. Un message d'Helga, s'il te plaît, rentre à la maison. On doit parler. Je fixai les mots, incapable de répondre. Puis, un deuxième message arriva, j'ai pris ma décision. Mon cœur rata un battement. Quelle décision? Et étais-je prêt à l'entendre? Les mains tremblantes, je démarrai le moteur et rentrai chez moi, vers la femme qui était ma vie et qui pourrait ne plus l'être à la fin de la nuit. En remontant l'allée, je remarquai que presque toutes les pièces de notre maison étaient éclairées. Helga m'attendait, probablement en train de faire les 100 pas, comme elle le faisait toujours quand elle était inquiète. Je coupai le moteur et restai assis un instant dans la voiture, rassemblant mes pensées et essayant de me préparer à ce qui allait arriver. La pluie avait cessé, mais l'air était humide et frais lorsque je sortis. Je sentis un serrement dans ma poitrine, la tension des dernières 24 heures commençait à se faire sentir. Prenant une profonde inspiration, je me dirigeai vers la porte d'entrée. Helga ouvrit avant que je puisse utiliser ma clé. Elle portait toujours les mêmes vêtements qu'avant, mais son visage semblait différent, résolu, bien que marqué par les larmes. « Tu es revenu, dit-elle doucement, comme si elle n'était pas sûre que je viendrais réellement. J'acquiesçai et entrai. L'odeur familière de notre maison à un mélange des bougies à la lavande d'Helga, de vieux livres et du bois des planches m'enveloppa. Combien de fois avais-je perçu cette odeur comme chez moi sans même l'enregistrer consciemment? Nous allâmes au salon, où 2 verres de vin rouge étaient posés sur la table. Elle avait ouvert mon vin préféré, un Bordeaux 2015, celui que nous gardions pour les grandes occasions. Était-ce une grande occasion? La fin de notre mariage ou le début de son renouveau? J'ai parlé à Renée, commença-t-elle en me tendant un verre. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré ou parlé longtemps. Je pris le verre, mais ne bus pas et... Elle s'assit et désigna le fauteuil en face de moi. Je restai debout. Je lui ai dit que c'était fini, dit-elle finalement, les yeux fixés sur moi. Que je ne voulais pas détruire ma famille. Que j'avais fait une erreur. Les mots restèrent suspendus entre nous. J'aurais dû être soulagé, reconnaissant, peut-être même triomphant. Au lieu de cela, je ne ressentais qu'un vide sourd. Comment a-t-il réagi, demandai-je, surpris par le calme de ma voix. Elle tressaillit légèrement. Il était blessé. En colère. Il a dit des choses. Elle s'interrompit et secoua la tête. Ça n'a pas d'importance. C'est fini. Je finis par m'asseoir, le verre de vin intact toujours dans ma main. C'est tout? C'est vraiment fini, Helga? Il habite juste en face. Nous allons le voir tous les jours. Je sais. Elle soupira lourdement. Ce ne sera pas facile. Mais j'ai pris ma décision. Je veux sauver notre mariage, si tu es prêt à essayer. Voilà l'offre que j'espérais. Et pourtant, elle avait un goût étrangement creux. Pourquoi, demandai-je doucement. Pourquoi veux-tu sauver notre mariage? Est-ce à cause d'Annika et des enfants? À cause de la maison? À cause du confort de 30 ans d'habitude? Elle sembla blessée. C'est injuste, Bernard. Injuste? Je ris amèrement. Tu sais ce qui est injuste? Être trompé pendant des mois. Croiser sa femme au centre commercial avec son amant et ses petits-enfants. Ça, c'est injuste, Helga. Tu as raison, dit-elle doucement. Et il n'y a rien que je puisse dire pour justifier ça. Mais je t'aime, Bernard. Malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime. Tu m'aimes? Je posai le verre et me penchai en avant. Où tu aimes l'idée de nous? La sécurité? L'histoire? Elle resta silencieuse un moment, semblant réfléchir sérieusement à ma question. Je t'aime, répéta-t-elle finalement. L'homme que tu es. L'homme avec qui j'ai partagé ma vie. Mais...
Elle hésita. Mais quoi? Mais je me suis souvent demandé ces dernières années si tu m'aimais encore. Pas en tant que mère de ta fille ou que grand-mère de tes petits-enfants, mais en tant que femme. La question me prit au dépourvu. Aimais-je encore Helga? Bien sûr que oui. Elle était ma femme, ma partenaire, la constante dans ma vie. Mais quand lui avais-je réellement montré pour la dernière fois que je l'aimais? Quand lui avais-je dit pour la dernière fois, les yeux dans les yeux, ce qu'elle signifiait pour moi? Je t'aime, dis-je, et c'était la vérité. Je t'ai toujours aimé. Mais peut-être que j'ai pris ça pour acquis. Peut-être que j'ai oublié de te le montrer. Elle acquiesça lentement, les larmes brillant dans ses yeux. Nous avons tous les deux fait des erreurs, Bernard. La mienne est impardonnable, je le sais. Mais si nous sommes honnêtes, nous avons tous les deux laissé notre mariage devenir une routine, quelque chose qui est juste là, comme les meubles ou le papier peint. Je ne pouvais pas la contredire. Elle avait raison. À un moment donné, nous avions cessé de nous voir réellement, cessé de nous parler, cessé de faire des efforts. Que proposes-tu? Demandai-je finalement. Que nous essayions, répondit-elle simplement. Que nous cherchions de l'aide professionnelle. Que nous apprenions à nous reparler, à nous revoir. Que nous prenions le temps de découvrir si ce que nous avons peut encore être sauvé. Je pris une gorgée de vin, laissant le goût riche se développer sur ma langue. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas sauvable? Alors nous saurons au moins que nous avons essayé, dit-elle doucement. Que nous n'avons pas jeté 30 années comme ça, sans nous battre. Je pensais à Annika, à Emma et Lucas. Je pensais à notre maison, à nos amis communs, aux vacances que nous avions prévues. Je pensais à l'alternative divorce, séparation, une vie seule dans la vieillesse. Ce ne sera pas simple, dis-je finalement. Je ne peux pas te promettre que je pourrai te refaire confiance immédiatement. Ni que je ne serai pas encore en colère. Ou blessé. Je ne m'attends pas à ce que ce soit simple, répondit-elle. Je sais que j'ai détruit ta confiance et qu'il faudra du temps pour la reconstruire, si tant est que ce soit possible. Mais je suis prête à me battre pour ça, si tu le es aussi. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. La maison de René était plongée dans l'obscurité, mais une faible lumière brillait dans sa chambre. Était-il éveillé? Pensait-il à Helga? Élaborait-il un plan pour la reconquérir? On devrait déménager, dis-je soudainement. Un nouveau départ, dans un endroit où nous n'aurons pas à le croiser tous les jours. Helga eut l'air surprise. Déménager? Mais cette maison est pleine de souvenirs, je sais. Mais maintenant, elle est aussi pleine d'ombre. Je me tournai vers elle. Si on veut vraiment repartir à zéro, il faut le faire à fond. Une nouvelle ville, peut-être. Ou au moins un nouveau quartier. Elle sembla réfléchir, puis hocha lentement la tête. Si c'est ce dont tu as besoin, alors je suis d'accord. Ce dont j'ai besoin. Répétai-je pensivement. Ce dont j'ai besoin, c'est d'une femme qui ne me mente pas. Qui ne me trompe pas. Qui me respecte. Je sais, dit-elle doucement. Et je te promets que je ne recommencerai jamais. Ne promets rien, l'interrompis-je. Montre-le-moi. Avec le temps. Elle acquiesça, des larmes coulant sur ses joues. Je te le montrerai. Chaque jour. Je me rassis et pris mon verre de vin. À un nouveau départ, dis-je en le levant légèrement. Elle leva son propre verre. À un nouveau départ. Nous bûmes en silence, chacun plongé dans ses propres pensées. Le coucou de l'horloge murale retentissait doucement, marquant les secondes, les minutes. Le temps qui passait. Le temps que nous ne pouvions pas rattraper. Le temps à venir, incertain mais riche de possibilités. J'ai pris rendez-vous pour nous, dit finalement Helga. Chez un conseiller conjugal. Mercredi prochain. Si tu es d'accord. J'acquiesçai lentement. Je suis d'accord. Elle esquissa un sourire timide, le premier vrai sourire depuis notre rencontre au centre commercial. Merci, Bernard. De quoi? D'être prêt à essayer. De ne pas simplement abandonner. Je la regardais, cette femme que je connaissais depuis plus de 3 décennies. Les rides autour de ses yeux, les mèches argentées dans ses cheveux, la façon dont elle pinçait légèrement sa lèvre inférieure quand elle était nerveuse, tout cela m'était si familier. Et pourtant, j'avais l'impression de la voir vraiment pour la première fois.
Je n'abandonne pas facilement, dis-je finalement. Je ne l'ai jamais fait. Elle se leva et vint vers moi, s'assit à côté de moi sur l'accoudoir de mon fauteuil. Hésitante, elle posa sa main sur mon épaule. Je ne me raidissais pas, ne reculais pas, mais je ne répondis pas non plus à son geste. Il est tard, dis-je enfin. On devrait aller se coucher. Oui, acquiesça-t-elle en retirant sa main. Où vas-tu dormir? La question planait entre nous. Dans notre chambre? Dans la chambre d'amis? Dans le bureau, sur le canapé inconfortable? Dans la chambre d'amis, décidai-je. Du moins pour l'instant. Elle acquiesça, visiblement déçue, mais compréhensive. D'accord. Plus tard, allongé dans la chambre d'amis, je fixai le plafond, écoutant les bruits familiers de la maison. Le léger craquement du plancher quand Helga allait et venait dans la salle de bain. Le bruit lointain du chauffage. Le vent qui secouait les volets. Mon téléphone vibra sur la table de chevet. Un message de Klaus, comment ça s'est passé? Tout va bien pour toi. Je tapais une réponse, elle a choisi de rester avec moi. On va essayer. Thérapie de couple la semaine prochaine. Sa réponse fut immédiate, c'est bien. Donnez-vous du temps. Rome ne s'est pas faite en un jour non plus. J'esquissai un léger sourire devant cette phrase éculée. Mais il avait raison. Du temps. C'est ce dont nous avions besoin. Du temps pour guérir, du temps pour pardonner, du temps pour reconstruire. Aurions-nous ce temps? Pourrions-nous l'utiliser à bon escient? L'avenir nous le dirait. Avec cette pensée, je fermai les yeux et essayai de dormir, tandis que dans la pièce d'un accent grave côté, la femme que j'aimais et que je devais peut-être réapprendre à aimer, d'une manière nouvelle, plus honnête, était allongée. Les jours qui suivirent notre explication se déroulèrent dans un étrange mélange de tension et de politesse retenue. Helga et moi évoluions l'un autour de l'autre comme des danseurs qui avaient oublié les pas incertains, hésitants, soucieux de ne pas blesser ou brusquer l'autre. Je continuais à dormir dans la chambre d'amis, une disposition qui semblait d'abord temporaire, mais qui commença rapidement à s'installer. Mes vêtements migrèrent peu à peu dans l'armoire, mes livres sur la petite table de chevet, mes articles de toilette dans la salle de bain attenante. C'était comme si je réaménageais ma propre maison, un commentaire silencieux sur l'état de notre mariage. Le mardi matin, 3 jours après la confrontation, j'étais assis à la table de la cuisine, à éplucher les portails immobiliers sur ma tablette. Helga entra, déjà habillée pour son cours de yoga hebdomadaire, et s'arrêta, surprise de voir ce que je faisais. « Tu es vraiment en train de chercher une nouvelle maison ?» demanda-t-elle en se servant du café. J'acquiesçai sans lever les yeux. J'étais sérieux. Nouveau départ signifie aussi nouvel environnement. Elle s'assit en face de moi. « Où cherches-tu » ? Un peu partout. Mais je pensais peut-être à Banrat. Plus près du Rhin, mais toujours assez près d'Annika et des enfants. Elle prit une gorgée de son café. Banrat, c'est joli. Mais cher. On peut se le permettre, répondis-je. Avec la vente de cette maison et nos économies. Elle me regarda par-dessus le bord de sa tasse. Tu es vraiment décidé, hein? Je posai la tablette et la regardai droit dans les yeux. Oui, je le suis. Je ne peux pas rester ici, Helga. Pas avec lui juste en face. Pas avec ce rappel constant. Elle acquiesça lentement. Je comprends ça. Vraiment. C'est juste, cette maison. L'enfance d'Annika. Notre histoire. Notre histoire, on l'emporte avec nous, dis-je plus doucement. Les bons moments. Les photos, les souvenirs. Mais nous avons besoin d'un endroit sans ombre. Elle resta silencieuse un instant, puis elle acquiesça résolument. Tu as raison. Laisse-moi regarder aussi. Peut-être que je trouverai quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Ce petit geste de coopération, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, était comme une minuscule lueur d'espoir dans l'obscurité de ces derniers jours. Le rendez-vous avec la conseillère est demain à 15 heures, me rappela-t-elle en se levant et en prenant son sac. Dr Mertens, sur la Königssaal. J'acquiesçai. J'y serai. Elle hésita sur le pas de la porte. Bernard? Oui. Merci. D'essayer. Je la regardais, cette femme que je croyais si bien connaître autrefois et qui me paraissait maintenant comme une étrangère. Je le fais pour nous deux, dis-je finalement. Pour ce que nous avons eu.
Et pour ce que nous pourrions peut-être retrouver. Un petit sourire effleura son visage avant qu'elle ne parte. J'entendis la porte d'entrée se refermer et me tourner à nouveau vers la tablette. Des maisons, des appartements, de nouvelles possibilités. Un nouveau départ. Mon téléphone sonna. Klaus. Comment vas-tu, mon vieux, demanda-t-il sans détour. Un jour à la fois, répondis-je honnêtement. Nous avons notre premier rendez-vous avec la conseillère conjugale demain. C'est bien. Et sinon? Comment ça se passe entre vous? Je soupirai. Poliment. Distancé. Nous essayons tous les deux de ne pas parler de l'éléphant dans la pièce, mais il est toujours là entre nous. C'est normal, dit Klaus pensivement. Il faut du temps. Du temps, répétai-je. Tout le monde dit ça. Mais combien de temps? Et si le temps ne guérit rien? Tu ne peux pas savoir ça maintenant, répondit-il. Laisse une chance au processus. Écoute, je t'appelle parce que Margaret et moi nous demandions si vous deux ne voudriez pas venir dîner samedi? Rien de grand, juste nous quatre. Comme au bon vieux temps. J'hésitais. L'idée de me montrer avec Helga comme un couple, d'être en société, me parut étrange. Fausse, en quelque sorte, comme si nous jouions une farce. Je ne sais pas, Klaus. Pense Y, insista-t-il doucement. Ça pourrait vous faire du bien à tous les deux de sortir. D'être entre amis qui vous connaissent et qui se soucient de vous. Je vais en parler à Helga, promis-je finalement. Après la conversation, je restai longtemps assis à la table de la cuisine, plongé dans mes pensées. Un dîner chez des amis. Une chose normale, banale. Et pourtant, cela me semblait être un obstacle insurmontable. Mon regard se posa sur une photo sur la porte du réfrigérateur où Helga et moi, lors de nos dernières vacances d'été en Italie, souriant à l'appareil photo, les bras l'un autour de l'autre. Est-ce que c'était il y a seulement un an? J'avais l'impression que c'était une autre vie. Je me levai et pris la photo, la regardant de plus près. Nous avions l'air heureux. L'étions-nous vraiment? Ou la fêlure avait-elle déjà commencé à ce moment-là, invisible pour moi, mais présente pour Helga? Avec un soupir, je glissai la photo dans ma poche. Peut-être que le docteur Mertens pourrait nous aider à trouver des réponses. Peut-être qu'elle pourrait nous aider à trouver un chemin pour revenir l'un vers l'autre ou au moins à comprendre pourquoi nous nous étions perdus. Le cabinet du docteur Mertens se trouvait dans un élégant immeuble ancien de la Königshalle, la célèbre rue commerçante de Düsseldorf. Helga et moi nous sommes retrouvés devant, tous les deux légèrement nerveux, tous les deux soucieux de ne pas le montrer. « As-tu trouvé une bonne place de parking ?» demanda-t-elle alors que nous prenions l'ascenseur ensemble. « Oui, au parking souterrain », répondis-je. Small talk. Terrain sûr. Le docteur Mertens était une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux courts et gris, dégageant une assurance calme et professionnelle. Son bureau était décoré dans des tons chauds, avec des fauteuils confortables et un éclairage discret. Monsieur et Madame Weger, nous salua-t-elle en nous serrant fermement la main. Je vous en prie, asseyez-vous. Nous prîmes place et je remarquai qu'Helga tenait fermement ses mains croisées sur ses genoux, un geste que je lui connaissais lorsqu'elle était nerveuse. Madame Weger m'a brièvement expliqué au téléphone la raison de votre venue, commença le docteur Mertens. Mais j'aimerais entendre de vous deux ce que vous espérez de nos séances. Helga et moi échangeâmes un regard. Qui allait commencer? J'espère que nous pourrons apprendre à nous reparler, dit finalement Helga. À vraiment nous parler. Et à comprendre comment nous en sommes arrivés là. Le docteur Mertens hocha la tête et se tourna vers moi. Et vous, monsieur Weger? Je m'éclaircis la gorge. Je veux comprendre si ce qui s'est passé était un symptôme ou la cause. Si notre mariage peut encore être sauvé. Et si oui, comment? Ce sont de bons points de départ, dit le docteur Mertens en signe d'approbation. La communication et la compréhension sont essentielles. Mais permettez-moi de préciser une chose dès le départ, la thérapie de couple n'est pas une baguette magique. C'est un travail difficile qui exige un engagement des deux côtés. Êtes-vous prêts à cela? Nous hochâmes tous les deux la tête. Bien. Alors, parlez-moi de votre mariage. Comment vous êtes-vous rencontrés? Qu'est-ce qui vous a attiré l'un vers l'autre? Et ainsi, nous commençâmes à raconter. Notre première rencontre lors d'une fête d'école, où Helga travaillait comme jeune enseignante et où je rendais visite à ma sœur. Nos premiers rendez-vous,
ma demande en mariage sous le cerisier en fleurs dans le Hofgarten, notre mariage, la naissance d'Annika. Le docteur Mertens écoutait attentivement, prenait occasionnellement des notes, posait de temps en temps une question. C'était étrangement réconfortant de raconter cette histoire, de se souvenir des bons moments, de l'amour que nous avions autrefois partagé. Et quand, selon vous, les choses ont-elles changé, demanda-t-elle finalement. Helga et moi nous regardâmes. Peut-être après ma retraite, dis-je avec hésitation. J'ai soudain eu tellement de temps pour mes loisirs, pour les choses que j'avais toujours voulu faire. Et je me suis senti, délaissé, ajouta Helga doucement. Comme si Bernard avait commencé une nouvelle vie dans laquelle je ne jouais plus qu'un rôle secondaire. Ces mots me touchèrent plus durement que je ne l'avais prévu. Était-ce vraiment ainsi qu'elle l'avait ressenti? En avez-vous parlé? Demanda le docteur Mertens. Helga secoua la tête. Pas vraiment. Je ne voulais pas lui gâcher sa joie. Il avait travaillé si dur, pendant tant d'années. Il méritait sa retraite. Et vous, monsieur Weger? Avez-vous remarqué que votre femme se sentait exclue? Je réfléchis. L'avais-je remarqué? Avais-je vu les signes et les avais-je ignorés? Je crois que, à un certain niveau, je l'ai senti, admis-je. Mais je pensais que c'était temporaire. Que nous nous adapterions. Qu'elle trouverait ses propres centres d'intérêt. Le docteur Mertens hocha la tête pensivement. Il n'est pas rare que les couples traversent une phase d'adaptation après la retraite d'un des conjoints. Soudain, il y a beaucoup plus de temps à partager, mais souvent aussi des attentes différentes quant à la façon dont ce temps devrait être utilisé. Elle se pencha en avant. Et puis il y a eu l'affaire. Le mot flottait lourdement dans la pièce. L'affaire. Si clinique, si distanciée. Comme si c'était quelque chose qui arrivait aux autres, pas à nous. Oui, dit Helga doucement. Puis il y a eu l'affaire. Pouvez-vous me dire ce que vous cherchiez dans cette relation, Madame Weger? Qu'est-ce qu'elle vous apportait qui manquait dans votre mariage? Helga déglutit difficilement et je pouvais voir qu'elle luttait avec les mots. Une partie de moi ne voulait pas entendre la réponse, voulait me lever et partir avant qu'elle ne puisse parler. Mais une autre partie, peut-être la plus forte, avait besoin de savoir. De l'attention, dit-elle finalement. Le sentiment d'être vue. D'être entendue. D'être importante. Et vous avez trouvé cela auprès de René, demandai-je, surpris par le calme de ma voix. Elle hocha lentement la tête. Il m'écoutait. Me demandait ce que je pensais, quels étaient mes rêves. Des choses dont nous ne parlions plus depuis des années. Ces mots étaient comme des coups de couteau, mais je me forçais à rester calme. Je comprends. Le docteur Mertens nous observait attentivement. C'est un point important, monsieur Weger. Comprendre ce que votre femme recherchait dans cette affaire ne signifie pas l'excuser. Cela signifie reconnaître les lacunes de votre propre relation. Je hochai lentement la tête. Je pense que j'ai tenu pour acquis que nous nous connaissions après tant d'années. Que nous n'avions plus besoin de tout nous dire, parce que nous savions ce que l'autre pensait et ressentait. Une erreur fréquente, dit le docteur Mertens. Les gens changent constamment, même après des décennies de mariage. Leurs besoins, leurs désirs, leurs rêves évoluent. Maintenir la communication à ce sujet est essentiel. La séance s'est poursuivie et nous avons parlé de confiance, de pardon, de la possibilité d'un nouveau départ. Lorsque nous avons quitté le cabinet une heure plus tard, je me sentais étrangement épuisé, mais aussi, d'une certaine manière, plus léger, comme si une partie du fardeau que je portais s'était envolée. C'était intense, dit Helga en sortant sur le trottoir. Le soleil d'automne était bas, projetant de longues ombres sur l'asphalte. Oui, acquiesçai-je. Mais utile, je pense. Nous sommes restés un moment silencieux l'un à côté de l'autre, incertains de la suite. Tu veux prendre un café? Demanda Helga avec hésitation. On pourrait aller au café là-bas. L'invitation me surprit. Un café. Un geste banal. Un petit pas, peut-être. Oui, dis-je finalement. Ce serait bien. En traversant la rue, je pensais à ce que le docteur Mertens avait dit. Sur la communication, sur le changement, sur le travail qui nous attendait. Ce ne serait pas facile. Mais peut-être, juste peut-être, que ça valait la peine d'essayer. Les semaines qui ont suivi notre premier rendez-vous chez le docteur Mertens se sont déroulées sur un rythme d'approche prudente et de revers occasionnels. Nous allions à la thérapie 2 fois par semaine,
parlions de nos sentiments, de nos peurs, de nos espoirs. C'était épuisant, parfois douloureux, mais aussi révélateur. Parallèlement, nous avons commencé à chercher sérieusement une nouvelle maison. Les week-ends, nous visitions des maisons et des appartements dans différents quartiers, discutions des avantages et des inconvénients, imaginions à quoi pourrait ressembler la vie là-bas. Cette tâche commune nous donnait quelque chose sur lequel nous concentrer, un projet qui nous liait sans que nous ayons constamment à parler du passé. Fin novembre, près d'un mois après la découverte de la liaison, nous l'avons trouvée, une charmante maison de ville à Banrat, à seulement 10 minutes à pied du Rhin. Elle était plus petite que notre maison actuelle, mais lumineuse et moderne, avec un jardin facile à entretenir et une grande terrasse. « Qu'est-ce que tu en penses » demanda Helga alors que nous parcourions les pièces vides. Le soleil de l'après-midi entrait par les grandes fenêtres, peignant de chauds motifs sur le parquet. J'ai regardé l'espace de vie ouvert, la cuisine moderne, le coin lecture confortable avec vue sur le jardin. « Ça me semble bien, dis-je finalement. Comme un endroit où on pourrait recommencer. » Elle sourit, l'un de ces rares sourires insouciants que je n'avais presque pas vus ces dernières semaines. Je le pense aussi. Ça a du potentiel. L'agent immobilier, un jeune homme avec des lunettes à la mode et un smartphone vibrant en permanence, nous laissa explorer la maison seule. Nous montâmes les escaliers jusqu'aux chambres, et je remarquai l'hésitation d'Helga devant la chambre principale. « Tout va bien » demandai-je. Elle hocha lentement la tête. Je me demandais juste, si on emménage ici, allons-nous de nouveau partager une chambre? La question flottait entre nous, chargée d'espoir et de peurs inexprimées. Je m'étais installé dans la chambre d'amis, je m'étais habitué à la solitude des nuits, à l'absence de sa chaleur à mes côtés. Mais était-ce ce que je voulais vraiment? Je pense que oui, dis-je finalement. Si on recommence, il faut le faire à fond. Son visage s'illumina et je réalisai l'importance de cette réponse pour elle. Ça me plairait, dit-elle doucement. Nous avons fait une offre pour la maison, qui a été acceptée après quelques négociations. Le déménagement était prévu pour la mi-janvier, un nouveau départ symbolique avec la nouvelle année. Noël approchait, et avec lui la question de savoir comment nous allions organiser les fêtes. Annika nous avait invités, comme chaque année, pour le réveillon de Noël, mais l'idée de jouer à la famille heureuse devant notre fille et son mari me tracassait. On devrait lui dire, dis-je à Helga un soir début décembre alors que nous étions assis dans le salon. Dehors, il neigeait légèrement, les premiers flocons de l'hiver dansaient dans la lumière des lampadaires. Elle leva les yeux de son livre. Dire quoi exactement? Qu'on a des problèmes. Qu'on travaille sur notre mariage. Qu'on va déménager. Elle posa le livre et soupira. Faut-il lui parler de la liaison? Je réfléchis un instant. Pas forcément les détails. Mais elle est adulte, Helga. Elle va se rendre compte que quelque chose ne va pas. Et je ne veux pas lui mentir. Helga hocha lentement la tête. Tu as raison. Mais est-ce qu'on peut attendre après Noël? Je ne veux pas gâcher les fêtes aux enfants. Les enfants n'ont pas besoin de le savoir du tout, acquiesçai-je. Mais Annika devrait comprendre pourquoi nous changeons, pourquoi nous déménageons. D'accord, finit-elle par dire. On lui parle après les fêtes. Avant le jour de l'an. Le réveillon de Noël chez Annika et Thomas fut un exercice de maîtrise de soi. Nous avons souri, échangé des cadeaux, joué avec les petits-enfants, mangé l'oie traditionnelle de Thomas, et fait de notre mieux pour maintenir une apparence de normalité. Mais j'ai remarqué qu'Annika nous observait, son regard oscillant entre Helga et moi, interrogateur, inquiet. Quand les enfants furent couchés et que Thomas s'affairait dans la cuisine, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé, un verre de vin à la main. « Tout va bien entre vous, papa » demanda-t-elle doucement. J'hésitais. Nous avions convenu d'en parler après Noël. Mais là, il y avait ma fille, soucieuse, affectueuse, et je ne pouvais pas lui mentir. Nous traversons une période difficile, admis-je. Mais nous y travaillons. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'alarmant, la rassurai-je en posant ma main sur la sienne. On s'est rendu compte de certains dysfonctionnements dans notre couple, et on essaie d'y remédier. C'est pour ça que vous déménagez, demanda-t-elle. Helga devait lui avoir parlé de nos projets. J'acquiesçai. Un nouveau départ. Parfois, c'est ce qu'il faut. Elle me sonda du regard, et je reconnus dans ses yeux la même intelligence, la même persévérance que j'avais toujours aimée chez sa mère. Maman a l'air différente. Plus calme,
mais aussi plus triste. Elle a beaucoup de choses sur le cœur, dis-je prudemment. Nous en avons tous les deux. Annika prit une gorgée de son vin. Vous n'allez pas divorcer, tout de même? La question directe me surprit. Non, dis-je après un instant. Ce n'est pas notre intention. Mais nous devons réapprendre certaines choses. Comment se parler? Comment s'écouter? Elle se rassit, visiblement soulagée. Tant mieux. Enfin, je veux que vous soyez heureux, tous les deux. Mais vous allez ensemble, papa. Ça a toujours été comme ça. Ces paroles me touchèrent. Dans ses yeux, nous étions toujours ses parents, un couple, indissolublement liés par 30 ans de vie commune et l'amour que nous portions à elle et à ses enfants. On fait de notre mieux, lui promis-je en lui serrant la main. Après les fêtes, nous sommes revenus à la routine séance de thérapie, visite de maison, préparatifs du déménagement. J'ai commencé à faire des cartons, à trier les affaires, à décider ce que nous emporterions et ce que nous laisserions derrière nous. C'était une expérience étrangement cathartique, de passer en revue les accumulations d'une vie. Vieilles photos, lettres oubliées, souvenirs de voyages que nous avions faits ensemble. Chaque objet, un souvenir, chaque souvenir, un fragment de notre histoire commune. Un soir froid de janvier, une semaine avant le déménagement prévu, j'ai trouvé une vieille boîte dans le grenier. Elle était poussiéreuse et jaunie, avec « Helga école » écrit d'une écriture fanée. Curieux, je l'ai ouverte et j'y ai trouvé du matériel pédagogique datant de l'époque où Helga était institutrice, des notes manuscrites, des dessins d'élèves et tout au fond, une pile de lettres, reliées par un ruban rouge délavé. J'ai reconnu ma propre écriture sur les enveloppes. C'étaient les lettres que j'avais écrites à Helga au début de notre relation, quand j'avais dû travailler plusieurs mois à Hambourg pour un projet de construction. Des lettres pleines de nostalgie, pleines d'amour, pleines de projets pour notre avenir commun. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'une des lettres et j'ai commencé à lire. Ma très chère Helga. Un jour de plus sans toi s'est écoulé, et je compte les heures jusqu'à mon retour. Hambourg est belle, mais sans toi, tout manque d'éclat. Je me promène le long de l'Alster et j'imagine ce que ce serait de te tenir la main, d'entendre ton rire, de voir ton visage quand tu découvres quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, j'ai trouvé un petit café qui te plairait au cachet dans une rue latérale, avec des bibliothèques adossées au mur et la meilleure tarte aux pommes en dehors de ta cuisine. Je me suis imaginé nous asseoir là, toi avec un livre, moi avec mon journal, liés dans un silence confortable. Ce sont ces petits moments quotidiens qui me manquent le plus. Encore 3 semaines, et je serai de retour avec toi. D'ici là, je te porte dans mon cœur, je pense à toi à chaque lever et coucher de soleil, et je rêve de la vie que nous allons construire ensemble. Avec un amour éternel. Ton Bernard. Les larmes me montèrent aux yeux quand je remis la lettre dans son enveloppe. Quand avais-je cessé d'écrire, de prononcer, de penser de telles paroles? Quand l'amour passionné était-il devenu une habitude, le miracle d'être ensemble une évidence? Bernard? La voix d'Helga me fit sursauter. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte du grenier, une expression interrogative sur son visage. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Sans dire un mot, j'ai brandi les lettres. Elle s'est approchée, a reconnu ce que j'avais trouvé, et ses yeux se sont écarquillés. Tu les as gardés, ai-je dit doucement. Toutes ces années. Elle a hoché la tête, s'est assise à côté de moi sur une vieille malle. Bien sûr que oui. Elles sont importantes pour moi. J'en ai lu une, ai-je avoué. Celle du 12 avril 1993. Un doux sourire a effleuré son visage. Celle avec le café à Hambourg. Tu te souviens. Je les connais toutes par cœur, a-t-elle dit à voix basse. Dans les moments difficiles, il m'arrivait de les ressortir pour me rappeler comment c'était avant. Comment nous étions avant. Nous étions assis en silence l'un à côté de l'autre, les lettres entre nous, témoins d'un amour qui avait été autrefois si fort, si clair, si inébranlable. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous, Helga, ai-je fini par demander. Comment nous sommes-nous tant perdus de vue? Elle a soupiré profondément. La vie, je crois. La routine. Les petites déceptions qui s'accumulent. Les mots non dits. Les questions non posées. J'ai hoché la tête lentement. Le docteur Mertens dit que nous avons cessé de vraiment nous voir. Que nous avons commencé à considérer l'autre comme acquis, au lieu de le voir comme un être en constante évolution, en pleine croissance. Elle a raison, a dit Helga. Mais tu sais ce qui me donne de l'espoir? Quoi?
Que nous le reconnaissons. Que nous sommes prêts à y travailler. Que nous soyons assis ici, dans notre grenier poussiéreux, à pleurer sur de vieilles lettres, au lieu de vivre silencieusement côte à côte ou de divorcer. J'ai contemplé son visage dans la faible lumière de l'ampoule du grenier. Les fines ridules autour de ses yeux, les mèches argentées dans ses cheveux, la douce courbe de ses lèvres, tout cela si familier et pourtant, comme nouveau, comme si je la voyais vraiment pour la première fois. J'ai fait une erreur, ai-je dit doucement. Pas seulement toi. J'ai cessé de te montrer à quel point tu es importante pour moi. J'ai cessé de me renseigner sur tes rêves, sur tes pensées, sur ton cœur. Elle a pris ma main, prudemment, comme si elle craignait que je ne me rétracte. Nous avons tous les deux fait des erreurs. Mais peut-être pouvons-nous les corriger. Peut-être n'est-il pas trop tard. J'ai serré sa main, ressenti sa chaleur, sa familiarité. Peut-être pas. Nous sommes restés longtemps dans le grenier, à lire de vieilles lettres, à nous souvenir des personnes que nous avions été, et à parler doucement des personnes que nous pourrions devenir. Lorsque nous sommes finalement descendus, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse pour ce qui était perdu et d'espoir pour ce qui pourrait venir. Ce soir-là, pour la première fois depuis la découverte de sa liaison, je n'ai pas dormi dans la chambre d'amis. Je suis retourné dans notre chambre, dans notre lit conjugal. Nous étions allongés côte à côte, sans nous toucher, mais présents, et lorsque je me suis endormi, il y avait un sentiment d'apaisement que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Le jour du déménagement est arrivé avec un soleil éclatant, malgré le froid de janvier. Un bon présage, ai-je pensé, en chargeant les derniers cartons dans le camion de déménagement. Notre vieille maison avait l'air étrangement vide, résonnant de souvenirs, mais prête à accueillir une nouvelle famille. Helga se tenait dans l'allée, enveloppée dans son épais manteau d'hiver, et contemplait la façade une dernière fois. Je me suis approché d'elle, incertain de ce que je devais dire. 30 ans, a-t-elle murmuré. Tant de souvenirs. J'ai hoché la tête. Des bons et des mauvais. Elle a souri faiblement. Surtout des bons. Une voiture s'est arrêtée au bord de la route à Annika avec Emma et Lucas. Ils avaient insisté pour aider au déménagement, même s'il n'y avait plus grand-chose à faire. Les déménageurs professionnels avaient déjà fait le gros du travail. Tout est prêt, a crié Annika, pendant que les enfants sautaient avec enthousiasme hors de la voiture. Presque, ai-je répondu. Juste quelques bricoles. Emma a couru vers nous, les joues rouges de froid. Mamie, papy, j'ai fait un dessin pour votre nouvelle maison. Elle a brandi un dessin ou une maison colorée avec 4 personnages souriant devant, manifestement Helga et moi, avec Emma et Lucas. C'est magnifique, ma chérie, a dit Helga en s'agenouillant pour regarder le dessin de plus près. Il aura une place d'honneur. Pendant que les enfants dansaient avec enthousiasme autour de nous, j'ai remarqué un mouvement de l'autre côté de la rue. René se tenait dans son jardinet, nous observant avec une expression indéfinissable. Nos regards se sont croisés brièvement, et il a hoché la tête légèrement, presque imperceptiblement. J'ai rendu le geste après un moment d'hésitation. C'était la première fois que je le voyais depuis le jour au centre commercial. Helga m'avait dit qu'elle avait eu une dernière conversation avec lui, pour clarifier les choses, pour tirer un trait définitif. Ce qu'il s'était dit exactement, je ne le savais pas et c'était peut-être mieux ainsi. N'est-ce pas monsieur Bergman ? Demanda Lucas soudain en faisant de grands signes enthousiastes. Bonjour, monsieur Bergman. J'ai senti Helga se figer à côté de moi. René leva timidement la main en signe de salut, puis se retourna et rentra chez lui. Pourquoi il ne vient pas ? Demanda Lucas, déçu. Il doit être très occupé, répondis-je rapidement. Viens, on va voir si tu peux m'aider avec ce dernier carton. L'instant passa et bientôt nous étions tous occupés à emballer les dernières affaires et à nous préparer à partir pour la nouvelle maison. Alors que nous montions dans nos voitures, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Un chapitre de notre vie se refermait, un nouveau commençait. La nouvelle maison nous a paru étrange au début, les sons différents, les jeux de lumière inhabituels, le voisinage inconnu. Mais chaque jour, à chaque carton déballé, à chaque meuble réagencé, elle devenait davantage notre chez nous. Nous avons aménagé une chambre commune avec un nouveau lit, un nouveau départ symbolique. L'ancien, nous l'avions laissé derrière nous, trop chargé de souvenirs, de mots non dits, d'ombres du passé. Nous avons continué la thérapie avec le docteur Mertens, désormais une fois par semaine. Les conversations sont devenues plus profondes, plus honnêtes, parfois plus douloureuses, mais toujours plus réparatrices. Nous avons appris à parler de nos sentiments,
à exprimer nos besoins, à partager nos peurs. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? M'a demandé le docteur Mertens lors d'une séance fin février. J'ai longuement réfléchi avant de répondre. Que ça recommence. Que nous retombions dans de vieux schémas. Que nous nous perdions à nouveau. Helga me regarda, les yeux remplis de compréhension. J'ai peur de ça aussi, avoua-t-elle. Mais je crois qu'on sera plus vigilant maintenant. Qu'on reconnaîtra les signes avant qu'il ne soit trop tard. Le docteur Mertens hocha la tête, approbateur. C'est un point important. Les relations exigent une attention constante, des soins constants. Elles sont comme des jardins, si on les néglige, les mauvaises herbes et les épines prennent le dessus. Et parfois, ai-je ajouté, il faut tout arracher et replanter. Le printemps est arrivé tôt cette année-là. Dès le mois de mars, les premiers crocus fleurissaient dans notre nouveau jardin, et Helga et moi avons passé de nombreuses heures à aménager des parterres, à planter des arbustes, à échafauder des plants pour un petit potager. C'était une activité commune qui nous procurait de la joie, qui nous permettait de travailler côte à côte, de planifier, de rêver. Nous parlions de fleurs et de légumes, d'aménagement paysager et de systèmes d'irrigation, mais aussi de choses plus profondes, nos espoirs pour l'avenir, nos réflexions sur le passé, nos pensées sur la vie et l'amour. Par une soirée particulièrement douce de la fin mars, nous étions assis sur notre nouvelle terrasse, un verre de vin à la main, à contempler le coucher du soleil. L'air était empli du parfum des premières fleurs printanières et du murmure lointain du Rhin. J'ai téléphoné à Klaus aujourd'hui, dis-je. Lui et Margaret aimeraient nous inviter à dîner. Le week-end prochain. Helga acquiesça. Ce serait bien. Ça fait trop longtemps qu'on ne les a pas vus. C'était vrai. Depuis la découverte de la liaison, nous nous étions repliés sur nous-mêmes, avions réduit nos contacts sociaux au minimum, nous étions concentrés sur notre propre guérison. Bernard, dit Helga après un moment. Tu crois qu'on va y arriver? Je savais ce qu'elle voulait dire. Pas le jardin, pas le déménagement, pas le dîner avec des amis. Mais nous. Notre mariage. Notre avenir. J'ai repensé aux derniers mois, à la douleur, à la colère, au désespoir. Mais aussi aux petits moments de connexion, d'espoir, de nouveaux départs. Les conversations honnêtes. Les projets communs. Le lent retour de la confiance et du respect. Oui, dis-je finalement. Je crois qu'on va y arriver. Ce ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où le passé nous rattrapera. Mais je crois que ce qu'on construit peut être plus fort que ce qu'on a perdu. Elle prit ma main, la serra doucement. Moi aussi. Nous sommes restés assis en silence, main dans la main, à regarder le soleil se coucher derrière les arbres et le ciel se transformer en un bleu profond. Au loin, les premières étoiles se sont mises à briller. Tu sais, dis-je après un moment, j'ai beaucoup pensé ces derniers temps aux lettres que je t'écrivais depuis Hambourg. Elle sourit. Moi aussi. Ça me manque d'écrire comme ça. De ressentir comme ça. D'aimer comme ça. Elle se tourna vers moi, ses yeux doux et chaleureux dans la pénombre. Alors, refais-le. Qu'est-ce que tu veux dire? Écris-moi à nouveau. Pas de loin, mais d'ici, de ton cœur au mien. Raconte-moi ce que tu penses, ce que tu ressens, ce dont tu rêves. L'idée fit vibrer quelque chose en moi, une nostalgie, un souvenir du jeune homme autrefois si passionné, si loquace. J'aimerais beaucoup, dis-je doucement. Elle se blottit contre moi et je passai un bras autour d'elle. C'était un geste simple, mais devenu rare ces derniers mois. La familiarité de sa présence, le doux poids de sa tête sur mon épaule, c'était juste. C'était comme rentrer à la maison. Helga, dis-je après un moment. Oui. Je t'aime. Malgré tout. Peut-être même à cause de tout. Parce que nous sommes ici, parce que nous nous battons, parce que nous n'avons pas abandonné. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux humides dans la lumière des étoiles. Je t'aime aussi, Bernard. Plus que tu ne le sauras jamais. À cet instant, sous le vaste ciel de notre nouveau foyer, je ressentis quelque chose qui me manquait depuis longtemps, un sentiment de paix, de possibilité, d'espoir. Les blessures étaient toujours là, et le seraient peut-être toujours. Mais elles commençaient à guérir, lentement, sûrement, avec chaque jour qui passait, avec chaque parole sincère qui était prononcée, avec chaque petit geste d'amour et de compréhension. Le chemin devant nous était encore long, nous le savions tous les deux. Il y aurait encore des défis, des moments de doute,
des ombres du passé. Mais à cet instant, sous le ciel étoilé d'un début de printemps, je croyais que nous allions y arriver. Que nous, Helga et Bernard Weger, après 30 ans de mariage, après des hauts et des bas, après la trahison et le pardon, nous trouverions un moyen de continuer ensemble. Non pas en tant que les personnes que nous étions autrefois, mais en tant que les personnes que nous étions devenues marquées par l'expérience, mûries par la douleur, mais plus riches en compréhension, plus profondes dans notre lien, plus conscientes de notre amour. La nuit nous enveloppa doucement, et tandis que nous étions assis là, dans le calme paisible de notre nouveau jardin, je sentis un chapitre se terminer et un nouveau commencer. Un chapitre plein de possibilités, plein de nouvelles voies, plein de nouvelles lueurs.